Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, et grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en contact avec Madame Nahid Chedid et avec elle, nous allons découvrir les points marquants de sa vie, également ses réussites, ses aspirations et une expérience unique en ce qui concerne la volonté, la réussite et la persistance. Madame Nahid Chedid, ravie d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir être en contact avec vous grâce à cette nouvelle technologie, puisque vous êtes actuellement à Sharm el-Sheikh et nous sommes au Caire. Oui. Bonsoir, Madame Mona, et je suis ravie d'être avec vous. Pareillement, et on commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette période de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Tout d'abord, je retiens de bons souvenirs parce que j'ai appris la langue française à l'âge de 3 ans. Oui. Et puis jusqu'à présent d'ailleurs, et j'apprends tous les jours. Et il y a juste un mauvais souvenir de mon enfance, c'est qu'à l'école, on ne devait pas parler la langue arabe. Et ça m'a beaucoup affaibli pour parler l'arabe dans ma vie. Alors, mais de tout, il y avait de très bons souvenirs avec toute ma vie, quoi. Et vous avez passé toute votre enfance au Caire? Oui, jusqu'à l'université. J'étais dans des écoles françaises, les écoles privées dans ce temps-là. Il y avait les écoles, les religieuses, les sœurs. Oui. Alors, on apprenait la langue française. Il n'y avait pas la langue arabe. Et j'ai commencé à apprendre la langue arabe à l'âge de 15 ans, ce qui était un peu difficile pour moi pour parler arabe à ce moment-là. J'ai continué, j'ai pris préparatoire, secondaire et l'université au Caire. Oui. Et pour l'université, est-ce que vous avez choisi également de continuer les études en français? Oui, au début, je voulais être cardiologue. Alors, je me fortifiais dans la langue anglaise, en anglais surtout. Et comme j'avais en chimie 55% au lieu de 65% pour réussir pour être cardiologue, j'ai dû aller à la faculté ESLET, section française, bien sûr. Parfait. Quand vous avez terminé vos études, vous êtes lancé dans la vie professionnelle et vous avez entamé une carrière. Le moindre définition, c'est de dire que c'est une carrière intéressante et réussie. Premier pas, c'était vraiment un pas qui peut être un couronnement d'une vie professionnelle. Mais pour vous, c'était l'entrée à la vie professionnelle. Parlez-nous de ce premier pas. Alors, dès que j'ai pris mon diplôme, la licence S-Lettres, j'ai commencé à faire ma maîtrise pour faire ma thèse de doctorat. Entre-temps, j'ai fait un concours. L'UNESCO à Paris avait demandé des gens qui travaillent là-bas, surtout dans les délégations. Alors, j'ai fait ce concours et j'ai réussi le concours et j'ai commencé ma vie professionnelle à Paris comme diplomate à l'UNESCO à Paris, à la délégation d'Alexo, qui est la délégation de la Ligue des États arabes.
auprès de l'UNESCO à Paris. Bon, quitter l'Égypte pour aller s'installer à Paris avec un poste pareil, ça peut être un défi, mais également un rêve qui se réalise en réalité. Tout d'abord, je voudrais savoir comment la famille a accueilli la nouvelle que leur fille va quitter le pays pour aller s'installer seule et commencer une carrière à Paris. Ils étaient très contents. Par contre, ils m'ont beaucoup encouragée parce qu'à mon âge, j'avais l'âge de 25 ans qui commence une carrière diplomatique que je n'avais pas rêvé de ça. Mais ils m'ont beaucoup encouragée pour accepter ce poste qui est un poste génial. D'être diplomate à l'UNESCO à Paris, ça, c'est un rêve réalisé, quoi. Parfait. Et ils l'ont accepté, oui. Avec regret, bien sûr, que je vais quitter la famille, mais ils l'ont bien accepté. Et si on se rappelle ensemble de cette expérience, parlez-moi de votre débarquement à Paris, l'intégration à la société, le commencement de la vie professionnelle pour une jeune fille de 25 ans. Comment vous avez entamé cette vie et quels étaient les défis que vous avez affrontés au cours de cette période? Oui, j'étais fière de moi-même, bien sûr, parce qu'un poste pareil, c'est pas les gens qui commencent, les gens ne commencent pas par ce poste. Ils commencent comme secrétaire, comme assistante, mais pas dans la diplomatie directe. Et puis, je communiquais avec les 139 États, avec l'Iran, avec l'Irak, avec le Soudan, avec le Sénégal, avec toute l'Afrique, le Canada, le Japon. Enfin bref, il y avait tous les États membres à l'UNESCO que je communiquais avec eux. J'ai beaucoup appris pendant 6 ans et demi. La mission était de 4 ans. Oui. Renouvelable, 1 an, renouvelable, 1 an et demi. Et puis, après 6 ans et demi de diplomatie, je suis rentrée au Caire à la Ligue des États arabes en tant que diplomate aussi. Wow. Oui. Alors, restons toujours à Paris avec cette expérience. Parlez-moi de l'intégration dans la vie, dans la société en France. Bien sûr, vous possédez la langue, ça peut faciliter la vie là-bas, mais également vous étiez seul, sans votre famille. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes trouvé là-bas seul avec un travail immense, prestigieux, mais également qui pèse puisqu'il y a des pressions, il y a des défis quotidiens à affronter et une vie qui peut être différente de la vôtre ici au Caire? Elle était un peu différente de point de vue les 24 heures, bien sûr, les 24 heures. Entre parenthèses, j'étais très gâtée dans ma famille. J'étais très dorlotée. Et moi qui prenais la responsabilité à moi-même pendant tout ce temps, je voulais me montrer d'abord et montrer aux autres que je suis capable. Je suis capable de faire un pas toute seule. Et c'était un défi avec moi-même. Avoir confiance en soi, c'était un défi vraiment avec moi-même que je ne savais pas cuisiner. J'ai commencé à savoir comment cuisiner et j'ai réussi. J'ai réussi à montrer aux gens, montrer à mes parents que je peux assumer la responsabilité.
Oui. Et après 6 ans et demi, vous êtes retourné ici en Égypte. Vous avez continué votre vie comme diplomate au sein de la Ligue arabe, la Ligue des États arabes. Est-ce que en retournant en Égypte, avez-vous affronté de difficultés à réintégrer la société en Égypte? Non, parce que comme diplomate, j'étais à la Ligue arabe et on m'a demandé lors d'une conférence générale à l'UNESCO, lorsque le directeur de la Ligue arabe est venu à l'UNESCO pour la conférence générale, il m'a demandé si je peux être à Alexo. Alexo, c'est Arab League Educational, Cultural, Scientific Organization, comme l'UNESCO, mais Alexo qui dépend de la Ligue arabe. Au cas où je retourne au Caire, que je serai son directeur de bureau, sa directrice plutôt. Alors, j'ai fini, je me souviens très bien que j'ai fini ma mission le 31 août et le 3 septembre, j'étais déjà dans mon bureau à la Ligue arabe, à Alexo, à la Ligue arabe. Alors, j'étais demandé du directeur général d'Alexo. Oui. J'ai pas trouvé beaucoup de différence pour une seule raison, que ma carrière diplomatique continuait, mais dans un autre contexte, bien sûr. Le contexte égyptien est purement égyptien. À ce moment, je côtoyais les gens des pays arabes et non pas du monde. Et les 22 pays arabes. C'était dans les années peut-être 70, 80 que vous étiez de retour en Égypte, n'est-ce pas? Oui, j'étais en 1980 exactement. Alors, à ce 1980. moment-là, oui, à ce moment-là, l'Égypte connaissait comme toujours d'ailleurs, mais on se rappelle qu'à cette époque-là, c'était les grands de la diplomatie égyptienne, puisqu'on venait de sortir de la guerre de 73, il y avait les pourparlers entre l'Égypte et d'autres pays pour la paix dans la région, et des grands noms submergés et ont été connus dans le domaine de la diplomatie, et je crois que peut-être vous aviez l'occasion et la chance de côtoyer ces grands noms. Quels sont vos souvenirs à propos de cette période et de la vie de la diplomatie au sein de la Ligue arabe et en Égypte également dans ces années? Ce qui était bien, c'est qu'il y avait le conflit. Il y avait le conflit, c'était après Camp David et après la visite de Sadat à Jérusalem que les pays arabes commençaient à se retirer de la Ligue arabe. Oui. Alors, le problème, c'est que la Ligue arabe allait fermer ses portes pour tout le monde. Transférer en Tunisie. Ceux qui veulent aller en Tunisie, ils doivent démissionner d'abord et reprendre une autre carrière en Tunisie. Que moi, je n'ai pas voulu démissionner. Je suis restée à la Ligue arabe, à ne rien faire, mais je n'ai pas démissionné. Lorsqu'ils ont vu que les gens, et en même temps, je progressais dans mes fonctions, dans mon poste, je veux dire. J'étais deuxième attachée, première attachée,
troisième secrétaire, deuxième secrétaire, premier secrétaire. Et à ce moment-là, début 1983, ils ont décidé que si quelqu'un veut prendre un congé sans solde, on lui accorde. Oui. J'ai pris un congé sans solde avec un passeport spécial, c'est ce que j'avais, du ministère des Affaires étrangères, et je suis retournée à Paris. Oui. Lorsque je suis allée à Paris en 1983, mai 1983, et je suis restée jusqu'à 2008. Et ces 25 ans, une autre carrière et d'autres postes, toujours dans la diplomatie. De retour à Paris, cette fois-ci, vous êtes retourné sans plan précis, n'est-ce pas? C'était juste un retour afin de pouvoir, si vous voulez, découvrir de nouveaux horizons. C'était ça? Non, parce que j'avais fait mes contacts avant d'y aller. D'accord. Alors, avant d'aller à Paris, oui, Je me souviens très bien que je suis arrivée un jeudi. Oui. Et mon poste était déjà là le vendredi matin à 9h. Parce que comme je connaissais des gens, et j'avais envoyé, et bien sûr, avant d'y aller, voilà, je cherche un travail, je reviens à Paris. Et j'avais beaucoup de chance. Vraiment, j'avais beaucoup de chance. Et pendant ces 25 ans, j'avais beaucoup de chance. Alors là, je m'arrête un peu, Madame Nahid Chedid, pour parler de ce plan que vous avez suivi. Vous aviez bien étudié tout ce qui se trouve autour de vous et vous avez fait les bons choix au bon moment. Et ça, c'est très important parce que des fois, on a les rêves, on a les ambitions, mais on ne sait pas comment les réaliser sur le terrain. Vous avez su faire un plan concret qui a donné une réussite concrète également. Alors, parlez-moi un peu de ce principe dans votre vie, d'être toujours prête et d'avoir un plan concret afin d'arriver au but ou à l'objectif que vous désirez. Comme je vous l'avais dit, c'est un défi. Un défi avec moi-même. Tout d'abord pour montrer que moi, je peux arriver à faire quelque chose. Je ne suis plus la petite fille gâtée, dorlotée. Non, je voudrais montrer pour moi-même et pour les autres que je puisse faire quelque chose de bien. Et jusqu'à présent d'ailleurs. Plus l'optimisme. Oui. On doit être optimiste dans la vie. Ne pas lâcher les bras. Je voudrais montrer à tout le monde que je vais arriver et j'arrive. Je voudrais retourner encore une fois à cette période de la diplomatie. Alors là, vraiment, vous possédez la personnalité qui doit vraiment être présente pour tous les diplomates. C'est qu'à un moment où vraiment les relations étaient tendues entre l'Égypte et d'autres pays arabes, à ce moment-là, après au début des années 80, quand vous l'avez mentionné, c'était difficile d'être présente et de travailler avec eux. Mais vous avez bien réussi le défi. Dites-moi comment. Comment vous étiez armé, si j'ose le dire, afin de bien entamer et réaliser votre mission à cette époque-là comme une diplomate
égyptienne qui travaille avec ses partenaires qui, à ce moment-là, n'étaient pas vraiment très favorables à l'Égypte. Peut-être au cours de mon travail à l'UNESCO, j'ai connu ces gens-là. J'ai connu les ambassadeurs, j'ai connu les membres de l'Organisation de la Palestine, je les ai connus. Alors, je n'étais pas nouvelle pour eux. Eux aussi, ils n'étaient pas nouveaux pour moi. Mais ce qui m'a réussi dans ma vie professionnelle, et jusqu'à présent d'ailleurs, c'est que je respectais les horaires. Ça, c'était primo. Je respecte les horaires du bureau. Je vais toujours avant l'heure et je pars après l'heure. Je ne prenais pas d'excuses banales. Je faisais très bien mon travail à perfection parce que je ne voulais pas que quelqu'un me fasse une critique quelconque pour mon travail. Alors, tout ça m'a aidé à être bien dans ma peau, si l'on peut dire. Oui. Et comme les gens me connaissaient d'avance, c'était un peu facile. C'était facile. Une autre question là, est-ce que vous croyez qu'il y avait plus de défis pour une femme ou une jeune fille qui travaille dans ce domaine plus que les hommes, par exemple, ou à travers votre expérience, vous voyez que ça n'a pas vraiment de poids? Oui, au contraire. Au contraire, moi, j'étais, comme je vous l'avais dit, j'étais fière. Et lorsque je me présentais dans un cocktail ou une réception, Nahid Shidid, on aurait dit Jihan El Sadat ou Suzanne Moubarak ou n'importe, vous voyez. Alors, Nahid Shidid, fière de moi-même. Et jusqu'à présent, alors là également, Madame Nahid Shidid, on peut mettre parmi les secrets de la réussite, à côté de la volonté, de la persistance, de la ponctualité, c'est d'être toujours fier et sûr de soi. Ça compte également comme un des secrets. Optimiste aussi. Optimiste, oui. Mais ouais, être sûr de nos capacités, ça aide. Vous voyez l'optimisme et le respect de soi. Le respect de soi va le respect des autres. Et l'optimisme, vraiment, l'espoir qui donne de l'énergie à fond et qui fait arriver, c'est pas essentiellement un succès. C'est pas essentiellement un succès, mais au moins, on sait qu'on doit arriver à faire quelque chose de positif. Oui. Et à un moment donné, vous avez fait une autre carrière, vous avez entamé une autre carrière, c'est que vous avez commencé une carrière au bureau du journal Al-Ahram à Paris. Oui, sous la direction de M. Sherif El-Choubachi. Oui. Alors, M. Sherif, il était le directeur. Oui, il était le directeur. Il était un journaliste connu dans le monde entier, à Paris et en Égypte. Et je crois que travailler avec lui, c'était une expérience riche. Oui, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris pendant 17 ans avec lui dans le bureau. J'ai appris l'arabe aussi parce qu'on faisait des articles en arabe que je ne comprenais pas beaucoup. Et la communication avec le monde, avec le gouvernement français, que je ne le faisais pas à l'ambassade du Qatar, à l'ambassade du Soudan ou à l'OLP, avec le gouvernement français, avec l'Élysée et avec le gouvernement égyptien, avec la presse égyptienne, avec, si l'on peut dire, avec tous les artistes et les comédiens égyptiens. Et toutes vraiment les hautes personnalités qui venaient au bureau. J'ai beaucoup appris de lui.
et je suis fière d'avoir travaillé avec lui pendant 17 ans. Madame Nahid Chedid, vraiment, je suis ravie d'avoir vraiment parlé avec vous et découvrir les différentes facettes de votre vie, les réussites et également cet enthousiasme sans limite qu'on apprécie beaucoup. Mille merci. Merci beaucoup, Madame Mona, et j'espère qu'on se revoit à bientôt. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre à travers cette nouvelle technologie avec Madame Nahid Chedid. Ensemble, nous avons découvert ses réussites, sa carrière comme diplomate, sa vie entre la France et l'Égypte et également son amour pour la vie. Je vous remercie. À la prochaine édition au féminin.